Bonjour, comme nous l'avons vu lors de la dernière séance, nous nous sommes arrêtés au niveau de l'étude marketing et plus précisément au niveau du diagnostic marketing. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaie de présenter cette deuxième partie du cours sous forme en suivant un petit peu la démarche du business plan. Donc, je rappelle rapidement ce que nous avons déjà vu et comment, normalement, quels sont les éléments constitutifs d'un business plan que vous devrez normalement faire dans vos micro-projets ainsi que dans vos projets de fin d'études entrepreneuriat. Donc, le business plan, ça commence par le nom de l'entreprise, le logo, la charte qui représente un petit peu l'entreprise, et puis le nom des porteurs de projet avec leur email et leur adresse, et on fait un petit résumé, on donne un petit résumé de l'idée de notre projet, on présente notre projet. On passe après au statut juridique. Nous avons dit que la dernière fois que le statut juridique le plus convenable pour les startups, pour ceux qui démarrent, mais qui respectent un certain nombre notamment, ils ne doivent pas dépasser un chiffre d'affaires annuel de 500 000 dirhams, c'est le statut auto-entrepreneur. Puis après, on devrait faire une étude de marché. À quel type de clientèle je vais vendre ce produit, quelle sera ma part de marché, quels sont mes concurrents, qu'est-ce qui caractérise ma clientèle potentielle, à quel prix je vais vendre le produit, suivi par un plan marketing ou un plan où vous allez présenter votre mix marketing. Nous avons dit qu'il faut parler du produit, de son emballage, le présenter, puis donner son prix, éventuellement le prix que vous avez calculé. Et la façon de votre communication, de la promotion, comment vous allez communiquer autour de vos produits, soit par des sites web, par des flyers, par des pages Facebook, à travers les réseaux sociaux, et, et comment la mise en place, c'est-à-dire comment vous allez distribuer votre produit. Et puis après, il y a la partie production ou bien processus de production. Vous allez présenter que nous allons traiter aujourd'hui. Et on finit en général par une étude financière et un plan financier et une conclusion où on va essayer de revenir un petit peu sur certains éléments importants de mon projet, essayer de montrer tout le business plan et les construit. Il a une architecture qui cherche à démontrer l'importance et l'intérêt du produit que vous allez vendre. Donc, on va continuer avec le diagnostic marketing qui fait partie normalement de l'outil de marketing. Donc, avant de se lancer, je dois faire un diagnostic. Le diagnostic, à marketing, ça va me permettre de faire un diagnostic en interne, comme il va me permettre d'étudier mon environnement. En général, le diagnostic marketing, c'est une analyse SWOT. SWOT, ce sont les initiales des éléments écrits en anglais, des forces, faiblesses, opportunités, menaces, strength, weakness, opportunity and threat. L'analyse est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options offertes dans un domaine d'activité stratégique. La matrice se présente comme ça, comme suit. Donc, où vous allez mettre les 4 parties de la matrice. Dans la partie force, vous allez donner les forces. Et vous constatez ici que les forces, en général, c'est par rapport à l'intérieur de l'entreprise. Quelles sont mes forces au niveau de mon entreprise et quelles sont mes faiblesses, hein, les faiblesses que je dois savoir, je dois connaître. Donc la meilleure façon pour réussir, c'est d'abord connaître ses faiblesses et éventuellement connaître ses forces. Comment je vais utiliser mes forces pour un petit peu pallier à mes faiblesses.
Et je dois également connaître à l'externe le marché, comment il est, quelles sont les opportunités, et on verra dans le slide suivant des exemples, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi dans ce marché pour que je puisse y aller avec mon entreprise, et quelles sont éventuellement les menaces qui menacent un petit peu mon existence, qui menacent un petit peu, qui risquent de diminuer un petit peu ma réussite sur ce marché-là. Voilà un exemple où j'ai présenté quelques forces et des faiblesses. Donc, des forces, on peut donner par exemple, parler de notoriété. On a une forte notoriété, par exemple, un doublement de chiffre d'affaires lors du dernier exercice. Quand on dit exercice, ça veut dire année. C'est un terme qu'on utilise en comptabilité pour signifier qu'un exercice, c'est l'année. Un fichier client très vaste, j'ai une importance, puis une présence à l'international, c'est aussi, ça peut constituer une force. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis très fort, j'ai 1 million d'abonnés et j'ai une qualité supérieure qui va me permettre un petit peu de me démarquer par rapport aux clients et par rapport aux autres clients qui sont. Ça peut être aussi un prix accessible à tout le monde, des fonctionnalités innovantes. Parmi les faiblesses, on peut avoir une diminution des ventes, par exemple. Je dois savoir pourquoi au dernier trimestre, une baisse, et ça je le sais, et je dois aussi faire une recherche sur les raisons qui ont amené cette faiblesse, une baisse de la fréquentation du site web, par exemple, je n'ai pas assez de clients qui visitent un petit peu, surtout si j'ai un site de vente en ligne, j'ai une gamme de produits qui dégage une marge faible, je dois savoir pourquoi, soit je dois arrêter avec ces produits, j'ai une faible notoriété, j'ai un produit bénéficiant d'une distribution limitée, donc je dois faire en sorte pour élargir cette distribution. Parmi les opportunités, par exemple, j'ai un changement dans la législation favorable à l'activité. Par exemple, c'est une opportunité pour moi que je dois saisir, je dois utiliser mes forces pour aller voir, chercher et pour bénéficier de ce changement dans la législation, le développement de la vente sur Internet pour une catégorie de produits. J'ai constaté que les gens ont l'habitude maintenant d'acheter online, l'e-commerce se développe, l'ouverture à la concurrence d'un marché public, la faillite d'un concurrent, etc. Le menace, ça peut être un concurrent en forte croissance qui gagne des parts de marché, qui grignote un petit peu les parts de marché, des consommateurs qui évoluent, par exemple la montée du véganisme, c'est-à-dire les gens qui se mettent plus au végétal et ils menacent un petit peu la production des viandes, si bien sûr je suis dans ce domaine d'activité. Des mesures juridiques politiques contraignantes qui risquent aussi de limiter un petit peu mon champ d'action et qui vont être un obstacle vers le développement de mon marché. Donc, parmi les recommandations, bien sûr, on ne peut pas faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est juste pour un constat. Mais qu'est-ce que je dois recommander, qu'est-ce que je dois faire pour faire face éventuellement pour bénéficier de ce diagnostic? Comment dois-je utiliser mes forces pour faire face aux menaces externes? Comment utiliser mes forces pour profiter des opportunités? Euh, Connaître ses faiblesses pour éviter un petit peu les difficultés. Et la matrice source est l'un des outils d'analyse stratégique permettant aux futurs entrepreneurs d'établir le diagnostic de leur projet. Voilà, donc, et là, avec cette analyse SWOT, je clore un petit peu la partie marketing et on va passer à la partie production et le processus de production. Si vous permettez la première question que je souhaite me poser avec vous, quel est assez souvent on me pose cette question, et là, c'est l'occasion pour y répondre. Quel est le meilleur produit pour un jeune créateur d'entreprise débutant qui n'a pas encore une expérience assez importante du marché, qui veut lancer un produit? Quel est le meilleur produit? La réponse est toute simple. C'est un produit facile à fabriquer et facile à vendre. Donc, il ne faut pas se compliquer la vie, il faut chercher, il faut y aller doucement. Il ne faut pas trop investir, donc il faut aller doucement pour chercher la meilleure idée. C'est ce qu'on appelle de l'innovation frugale. C'est-à-dire que je vais utiliser le minimum d'efforts et d'argent pour être innovant et pouvoir vendre sur un marché.
De même que je dois, dans cette partie de mon business plan, expliquer les étapes de fabrication de mon produit et ou éventuellement dans mon prestation de service, si je suis dans les services, l'activité nécessaire à la fabrication et à la réalisation de produits ou de services. Je dois aussi parler des technologies que je vais utiliser, les procédés, si j'ai une nouvelle technologie, ou bien éventuellement si j'ai un brevet, ça peut être aussi utile et ça fait partie du bien immatériel de l'entreprise, un aperçu du calendrier de production ou d'activité commerciale. Et bien sûr, il faut toujours prévoir, et ça on l'a vu quand j'ai parlé de la rhododémie, je dois toujours faire un contrôle de la qualité des produits ou des services. Il y va de mon subsistance, de la pérennité de mon entreprise. Et on passe à la dernière partie du business plan, c'est-à-dire le plan financier. Et dans ce plan financier, on regroupe ici tous les éléments financiers du projet afin d'en démontrer la viabilité. Je le répète encore une fois, tout le business plan doit être construit à chercher à se convaincre soi-même, à convaincre ses partenaires, à convaincre ses collaborateurs, à convaincre éventuellement ses banquiers, ses créanciers, ses fournisseurs de la viabilité de mon projet, de bonne conduite en route et de la bonne tenue de route de mon projet, afin de démontrer bien sûr cette viabilité, la rentabilité et de déterminer les besoins de financement et de planifier les activités financières. C'est très important parce que quand on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc je dois beaucoup insister sur la partie financière. Les partenaires financiers sont sensibles à des prévisions financières, bien sûr, et non seulement je dois faire une étude financière, mais je dois également faire des prévisions, voire donner des prévisions sur mon chiffre d'affaires à l'avenir, quelles sont mes dépenses financières, quels seront mes besoins financiers, etc. Euh, bien réalisé, il est primordial, bien sûr, il est primordial de bien réaliser cette partie du plan d'affaires pour démontrer le sérieux et la viabilité de mon produit. Ma démarche c'est ma capacité à évaluer ma situation financière. C'est sur cette base que s'établira la confiance des investisseurs. C'est à partir de ce moment-là, quand vous établissez, vous démontrez bien la viabilité de votre projet et vous allez gagner un petit peu en confiance au niveau de vos fournisseurs. De même que je dois parler du coût du financement du projet, où je dois définir un petit peu quels sont mes besoins financiers pour démarrer mon entreprise et permettre son développement. En général, voilà, je donne un exemple. La liste n'est pas bien sûr exhaustive, mais ça donne un petit peu une idée. Quels sont les détails des investissements et des coûts? Quand on parle d'investissement, c'est-à-dire au départ, au démarrage de l'entreprise. Donc, il y a des frais d'établissement qui sont une charge, c'est-à-dire quel est l'argent que je vais mettre pour démarrer, pour constituer mon entreprise. Si j'ai besoin bien sûr, tout le monde n'a pas besoin de terrain, mais éventuellement, si j'ai besoin d'un terrain, je dois donner un coût évaluer la valeur avec laquelle je vais acquérir ce terrain, ou éventuellement un local où je vais travailler. Je dois faire un petit peu l'aménagement, quel argent que je vais mettre en place pour faire de l'aménagement, quels sont les équipements dont j'aurai besoin, quel est leur coût, quel est le coût du mobilier et du matériel bureau. Et le fonds de roulement, c'est un terme peut-être assez nouveau pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire un fonds de roulement? C'est-à-dire que quand moi je travaille dans une entreprise, avant d'avoir des recettes, avant de générer des chiffres d'affaires, je dois avoir besoin d'argent pour travailler, parce que j'ai besoin d'argent quotidiennement pour pouvoir travailler, acheter des trucs, acheter de la fourniture, etc. Et ça, ce qu'on appelle, et là, c'est très important de se rappeler de ça, c'est le fonds de roulement. Et parle aussi de besoin de fonds de roulement. Quel est mon besoin? Quel est l'argent dont j'aurais besoin pour faire marcher mon entreprise?
bien sûr, en dehors, bien sûr, des frais d'établissement, de l'achat de terrain et de l'investissement. Et tout ça, en général, ça constitue une bonne partie de ça, constitue un petit peu le capital, c'est-à-dire l'argent que je vais mettre au départ pour démarrer mon entreprise. Voilà un détail. Et là, j'ai regroupé un petit peu ça sur ce tableau-là. Je vais juste décaler pour vous permettre de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, je vais mettre voilà, donc les éléments dont j'aurai besoin pour le démarrage, pour commencer mon affaire. Donc, il y a les frais d'établissement dont on a parlé, le terrain, le local, l'aménagement, l'équipement, et tout ça, ça doit être chiffré et je dois le mettre, donner le coût en dirhams et le financement et le montant et le total, bien sûr. Tout ça, quel moyen, par exemple, je vais estimer le coût, comment je vais pouvoir financer, et quelle est la partie qui va être financée, quelle est la partie que je vais apporter moi-même. Là, on va donner un modèle de plan de financement et démontrer comment on peut faire un plan de financement. Le plan de financement est un élément essentiel du prévisionnel financier. Ça permet de faire des prévisions établies à l'occasion d'une création de l'entreprise. On le fait au démarrage de l'entreprise. On y retrouve le plan de financement initial et le plan de financement, bien sûr, toujours des prévisions sur 3 années et sur les 3 exercices qui vont venir. Donc, un plan de financement, tout simplement, c'est l'objectif des plans de financement, est d'équilibrer avec cohérence les besoins et les ressources de l'entreprise. En pratique, ça comporte deux plans de financement, un plan de financement initial et un plan de financement sur l'exercice budgétisé. Donc, le premier, ça va me permettre d'apprécier la situation à l'instant de la création. Et le deuxième, on retient généralement une période de 3 exercices, c'est-à-dire le prévisionnel sur les 3 années qui vont venir. Bien sûr, ça reste toujours du prévisionnel. Bien sûr, on peut corriger par la suite ces prévisions. Voilà ces deux plans euh, ici. Donc, un plan de financement au départ, quel est l'investissement que je vais mettre au départ, la variation en besoin de fonds de roulement dont on a parlé. Et au départ, alors je ne vais pas, vous constatez que cette phase elle est vide parce que au départ, j'ai fait de l'emprunt, donc j'ai une petite franchise, donc je vais commencer à payer mes dettes, à payer mes retraites à partir de l'année prochaine. Je suppose que j'ai eu une année de franchise et là, je vais faire le total de ces besoins pour chaque année, bien sûr, 2015 jusqu'à 2017, les 3 années à venir. Et, et donc ça, c'est un petit peu la partie besoin, puis après la partie ressources. Donc ça, c'est ce dont j'ai besoin. Et là, c'est où je vais chercher l'argent pour financer cette première partie. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, ce total besoin, j'ai besoin de le financer. Donc, je peux le financer par un apport en capital. Donc, c'est le capital de départ. Apport en compte courant. Donc, j'ai déjà de l'argent au niveau de la banque. Ou bien je vais emprunter de l'argent auprès de la banque et, et la variation du besoin en fonds de roulement, hein, qui, à partir d'un certain moment, quand je vais avoir des revenus d'argent, ça va me permettre un petit peu de compenser cette variation du besoin en formant. Et la capacité d'autofinancement. Qu'est-ce qu'on veut dire par capacité d'autofinancement? J'ai dit, la première année, vous constatez d'ailleurs qu'il n'y a rien dans la première année, parce qu'en général, le bénéfice, on l'a au bout de la première année, c'est à la fin de l'exercice, je vais dégager un bénéfice. En général, les entreprises, quand ils dégagent un bénéfice, que veut dire bénéfice? C'est-à-dire ce qui me reste après avoir déduit mes charges, ce qui me reste avoir déduit mes impôts, etc. Donc, c'est le bénéfice net. Et ce bénéfice net, en général, les entreprises le divisent en trois. Donc, une partie, c'est pour payer les associés, c'est de l'argent des associés ou bien euh, des actionnaires s'il s'agit d'une SA. Et le tiers, il est donné à l'État sous forme d'IS, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Puis le tiers, le troisième tiers, je vais l'utiliser, je vais l'injecter dans l'entreprise pour un petit peu renforcer l'argent, les caisses de l'entreprise.
Donc, vous constatez ici qu'on le fait à la fin de la première année, c'est-à-dire au début de la deuxième année, c'est parce qu'à partir c'est le bénéfice, on le calcule à la fin de l'année. Et là, comme je l'ai fait pour le besoin, je fais un total des ressources. Voilà, que je vais émettre ici. Et la variation de la trésorerie, c'est la différence entre total ressources moins le total des besoins. Et ce qui va me donner le solde de la trésorerie, un petit peu la différence entre les deux. Voilà un petit peu le plan financier. Deux éléments essentiels constituent le plan de financement, ce sont les besoins et les ressources. Donc, dans les besoins donc, qui correspondent à ce que l'entreprise doit financer, les ressources correspondent aux moyens qui sont mis à la disposition qui vont permettre de financer ces besoins. Et on arrive finalement à ce qu'on appelle le compte des produits et charges, le CPC, qui revêt un aspect dynamique dans la mesure où il retrace un petit peu l'activité de l'entreprise. Il indique comment le résultat a été formé. Le résultat est obtenu bien sûr par différence entre les produits et les charges. Entre les produits et les charges, entre les produits et les charges de l'entreprise au cours d'une période déterminée. Ça permet de un petit peu nous donner le résultat et comment on le calcule. Donc, les produits, c'est-à-dire le total des ventes. Puis, les charges, ce sont les charges de personnel, les charges de financement, les charges de location, etc. Tout ça, on doit le prendre en compte pour établir ce qu'on appelle le compte des produits et charges. Donc, on a vu le plan financier, donc le plan de financement des besoins et quelles sont les ressources. Puis maintenant, ça, le compte des produits et charges, c'est un petit peu l'activité qui va me permettre de suivre un petit peu l'activité de l'entreprise. Il y a deux volets que je vous demande de retenir. Il y a la partie démarrage, un financement besoin que j'ai pour démarrer mon entreprise, puis il y a la partie activité que je vais suivre avec aussi des comptes qui sont le compte des produits et charges. Bien sûr, on va essayer de donner un exemple. Il ne faut pas rester comme ça dans la théorie. Donc, on va prendre l'exemple de Synergia. On va donner tous les éléments qui concernent cette entreprise. Donc, on a ici, donc, au 31 2000, achat de marchandises et achat non stocké. Si vous voyez ici, c'est un petit peu, ces deux éléments, c'est un peu la matière première. Donc, ce sont des charges, qui sont des charges variables. Donc, où on appelle aussi des produits que je vais utiliser dans ma production, ce qu'on appelle mon exploitation. De même, il se peut que je dois acheter ou bien vendre, hein, en général quand j'achète, des choses qui ne rentrent pas directement dans l'exploitation, ce qu'on appelle des charges externes. Quelle est la différence entre charge exploitation et charge externe? Tout simplement, les charges, ce sont les charges directement liées à l'activité. Je fabrique par exemple des chaussures, donc mes charges par rapport à la matière, le cuir que j'achète ou la marchandise que j'achète pour travailler. Par contre, les autres charges, c'est en dehors de mon activité. Je loue, je ne suis pas une entreprise de location ni d'achat de voitures, mais je dois utiliser des voitures pour pouvoir me déplacer ma marchandise, donc ce qu'on appelle les autres charges externes qui ne sont pas directement liées à la matière première, etc. Il y a aussi la partie impôts que je dois payer à l'État. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle des impôts et taxes. Puis après, il y a les salaires qui sont les charges de personnel. Tout ça, tous les éléments que je viens de donner sont des charges pour l'entreprise que je dois prendre en considération dans l'élaboration de mon compte de produits et charges. Donc, ce qu'on appelle les charges de personnel. Et enfin, j'arrive à mes produits, c'est-à-dire mes ventes, ce que j'ai vendu, donc la vente marchandises, vente de produits accessoires, éventuellement si je vends d'autres produits. Et là, ce qu'on appelle les produits. Donc, le compte des produits, tout simplement, le compte de produits et charges, ça va être très facile. C'est-à-dire, ça, ce que je vais entourer comme ça, ce sont les charges. Et les deux derniers éléments, ce sont les produits. Donc, la différence entre les deux, ça va me donner mon résultat tout simplement. Et là, je présente ce compte des produits et charges de notre Synergia sous forme d'un tableau, donc compte produits et charges et le montant.
Donc, produit d'exploitation ici, donc, ce que j'ai utilisé réellement pour ma production directe, c'est-à-dire c'est-à-dire ce que j'ai là on a inversé par rapport à tout à l'heure. Donc ça, c'est les produits. Donc ce que j'ai vendu comme marchandises, ce que j'ai vendu comme produit accessoire. Tout ça, ça rentre dans un produit, c'est-à-dire production. J'ai créé quelque chose. Puis après, les charges. Il faut déduire, bien sûr, les charges que je vais regrouper dans une autre, dans une deuxième ligne. Et la différence entre ça, le total des produits et le total des charges, ça va me donner mon résultat d'exploitation tout simplement. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine séance. Merci.